le niveau du 400 livres français, c'était pas terrible. Et en 2, 3, 4 ans, on a vu des filles arriver à ce niveau-là à une vitesse, pas au même niveau que l'or, mais des filles en bas de 4,10, on en a eu un paquet. Alors qu'avant, avec 4,14, tu étais championne de Ouais, France. bien sûr. C'est vraiment, tu peux voir aussi l'évolution, comme du côté des maillots. Quand tu parles de changement, d'entraînement et de mentalité, les maillots sont arrivés. Waouh, les maillots, c'est incroyable, c'est incroyable. On les a enlevés, les entraîneurs se sont posés les bonnes questions, les nageurs se sont posés les bonnes questions, et puis les barrières, on est en train de toutes les péter. À part quelques records du monde qui restent, la Non, mais plupart sont en train de tomber. Hein. ça a été incroyable cette histoire des maillots. Hein. En fait, si tu veux, c'est que. euh, En fait, je pense que personne n'a vraiment compris qu'en fait, l'influence des maillots, c'était pas la glisse. Gainage. L'influence essentielle des maillots, c'était le fait de tonifier l'axe du corps. Et pour être un bon nageur, il faut avoir des bons dorsaux et il faut avoir un axe du corps hyper fort pour éviter de te, comment dire, de te déformer, donc de créer des résistances, et que les bras quand les bras vont appuyer sur l'eau, qu'ils aient quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Et, et ils ont compris ça après, les coachs. Et en fait, et assez vite, hein, quand même, c'était assez incroyable. Hein. Les perfs de combinaison ont été battus par des perfs en maillot, quoi. Qui est une belle évolution, Ouais. Mm. propulsion et core, la connexion entre le corps et Mm. la propulsion en avant, l'équilibre, la balance, la bonne balance. Quoi. Mm. Ça, c'est vraiment phénoménal. Puis il reste quelques records, évidemment, celui du 100 livres à Maury, celui à Biderman, je pense, au 200. Oh Mais là là, ouais. Ouais, c'était. à mon Je te avis, dis, c'est-à-dire, quand tu crées une dynamique comme ça, il n'y a plus rien qui. Tout devient possible. Enfin, pour moi, ça a été vraiment, y compris philosophiquement, une découverte absolument incroyable. Euh, En même temps, on a énormément travaillé sur l'environnement des compétitions pour les nageurs, si tu veux. oui, Un jour, Simon Dufour, tu te rappelles de Simon bien sûr, Dufour? bien sûr. Simon Dufour, avec qui j'avais vraiment des relations très, très proches. Avec Hugues Dubosc, ils viennent me voir en disant, Claude, bon, c'est bien beau, tu es exigeant, nous on respecte ce que tu nous demandes, etc. Mais je pense qu'on devrait faire un effort euh, sur, sur tout l'environnement dans les hôtels où on va. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus à l'aise, qu'on soit un petit peu plus dans le confort, etc. Et ça m'a énormément marqué cette discussion. Et donc à partir de là, si tu veux, à chaque fois, dès qu'on connaissait le lieu de la compétition, je me déplaçais sur le lieu de cette compétition, je trouvais le meilleur hôtel. Et si tu veux, j'organisais les choses de telle sorte qu'il y ait une espèce de vie collective. Il y avait une salle de convivialité, il y avait la salle des kinés et médecins, il y avait la salle d'analyse des courses, euh, euh, et, puis, et puis des chambres très, très confortables. Et ça créait les conditions, si tu veux, que finalement, on se mettait au diapason de leur engagement et qu'on faisait tout pour qu'ils soient le plus confortable possible. Tu vois, c'est-à-dire que exigence d'un côté, mais en même temps compréhension et façon d'aborder les choses ensemble ensuite. Et puis ta capacité de mettre les athlètes au milieu du projet, quoi, au centre du projet. Quoi. Parce que, Ah, pour moi, ça a toujours été fondamental, ça. C'est-à-dire, tu sais, je suis convaincu, et puis les années qui passent me font que me dire, c'est qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. C'est-à-dire que si tu mets une contrainte devant un individu euh, et que cette contrainte est facilement accessible, il ne va pas chercher au plus profond de lui-même les moyens de créer quelque chose qui le caractérise, c'est-à-dire qui le rende singulier lui, qui y mette quelque chose de lui-même. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver la contrainte qui soit la plus en adéquation entre ce qui est possible et ce qui est exigé, tu vois.
Et j'appelais ça la différence entre le niveau d'aspiration et le niveau d'acceptation. Ok. Et cet équilibre-là qui est très fin. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, bah, tiens, je vais faire un marathon, et tu n'as jamais couru 10 bornes à la suite, bah, tu ne vas pas faire le marathon. Et donc, il faut trouver un équilibre. Et je pense que grâce à mon adjoint, qui était Philippe Dumoulin, dans ces conditions-là, à une dirigeante qui s'appelle Paulette Fermez, que je rappelle souvent, dont la seule ambition, mais quelle ambition extraordinaire, c'était d'être au service des athlètes. Nous devions être au service des nageurs et de leurs coachs. Tu vois, et les gens croient que c'est contradictoire. Être aussi dur dans ce qu'on leur demande et tout mettre en œuvre pour qu'ils réussissent. Pourtant, c'est les mêmes personnes. Hein, pour dire c'est des salauds, mais non. Je pense qu'il y a beaucoup d'humanité là-dedans. Ce qui a dû être dur, ben, ouais, c'est ce que je ressens là. Puis je pense que c'est un petit peu le paradoxe parce que ce qui est dur, c'est comme tu veux l'idée avec une main de fer dans un gant de velours, un petit peu. Mais ce que je trouve hyper difficile, bon, je suis dans le métier aujourd'hui aussi, c'est toujours un petit peu ce manque de reconnaissance qu'on n'a pas toujours au bon moment. Tu comprends j'ai l'impression que ça vient comme souvent pas trop tard, mais tu veux l'avoir dans le moment, t'en Mm. souffres parce que c'est dur, tu prends des coups, Mm. ça vient souvent après, et pas toujours de la Mm. façon dont tu voudrais que ça vienne. Est-ce que Mm. pour toi, cette reconnaissance-là, je pense pas que c'était quelque chose d'important dans le processus, mais est-ce que c'est quelque chose d'important après? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est venu un peu te récompenser un petit peu? Tu vois, la seule reconnaissance qui m'importait, c'était les nageurs. C'est-à-dire, euh, j'ai encore relu là, parce qu'en fait, j'ai fini un bouquin, là, j'ai écrit un livre sur mon histoire. Ok. Il faut juste que je trouve un éditeur. Bon, ben. Euh, et je retrouvais le dossier de presse des championnats du monde de Perth, Ok. avec les commentaires des nageurs, si tu veux, tu vois. Bah, j'ai pas besoin d'autre connaissance que ces quelques mots-là, tu vois. C'est plus fort que tout. Et non, si tu veux, ça plus la reconnaissance de mon équipe, des gens avec qui je travaillais. Ça, c'était évidemment fondamental, mais on était tellement proches, il y avait tellement d'honnêteté intellectuelle autour de moi, si tu veux, que j'étais assez serein, tu vois, même dans les moments difficiles. Alors, Ça s'est gâté après 2001, en fait. ouais. J'avais une question à te poser, une question qui ne vient pas de moi. Je consulte toujours un petit peu les gens autour de moi, mes followers. Donc, je vais te la lire. C'est une question de Thomas Trabariès, un jeune homme qui nous vient de Nice, je pense qu'il est très ami avec Fabrice Pellerin, des amis de ce coin-là. Alors, la pratique de haut niveau est très exigeante. Les sportifs sont soumis à diverses contraintes au quotidien. En parallèle, il apparaît toujours plus difficile de maintenir une asymétrie de statut dans une relation pédagogique. On le voit dans la relation parent-enfant, professeur-élève, où l'autorité est de plus en plus mal perçue. Donc là, on revient à ce qui se passe aujourd'hui. L'entraîneur de demain devra-t-il seulement miser sur sa créativité, sa souplesse pédagogique, ou est-il simplement impossible de concevoir un très bon pédagogue tout en abandonnant toute forme d'autorité? Si tel est le cas, comment vois-tu l'avenir du haut niveau dans ces conditions? C'est une belle question. J'ai gardé parce que je trouvais que Thomas m'a posé une question là. J'adore. Je connais pas ce garçon, mais cette question, elle est fondamentale et elle est intelligente. Donc, je vais essayer d'y répondre assez simplement, parce que si tu veux, la façon dont il la pose euh, vient percuter des choses auxquelles je crois profondément. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a confusion sur le mot autorité. C'est-à-dire que, évidemment, si on pense que l'autorité, c'est réussir à imposer un point de vue à des gens qui doivent mettre en œuvre ce qu'on a décidé, c'est pas de l'autorité.
c'est de l'autoritarisme, mais ce n'est pas de l'autorité. Donc, quelle sera l'autorité de l'entraîneur? Mais pas de demain, d'aujourd'hui et de tout temps, ce que ça, pour moi, ça devrait être. C'est-à-dire, bon, et là, je fais référence au travail qu'on a fait avec François Bigrel, sur les 3 univers de compréhension de la performance humaine. C'est-à-dire que si on croit profondément que c'est ce que l'on sait qu'on va imposer aux athlètes, on fait une erreur fondamentale. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, Catherine Plevinski passe son brevet d'État, elle est en formation avec moi. Et je lui dis, mais écoute, j'avais remarqué que Marc te faisait souvent toujours les mêmes échauffements. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Et elle me répond, mais je savais pertinemment ce qu'il allait me faire faire. Mais moi, ce que j'en faisais, il n'en avait aucune idée. Ça veut dire que il faut que nous comprenions tous que un nageur, n'importe quel être humain en situation de s'exprimer parce qu'on lui en donne la possibilité, va tout organiser pour créer les conditions que son rêve devienne possible. La condition, bon, on revient sur ce que s'est dit tout à l'heure, de ne pas le tromper sur la réalité de ce qui va l'attendre. Et donc, l'autorité de l'entraîneur, ça n'est pas de trouver les meilleurs entraînements du monde, c'est de permettre au nageur dont il a la responsabilité de mettre en œuvre ce qui lui semble fondamental pour aller vers l'objectif qui se fixe. Et donc, cette autorité-là, elle est éminemment importante, puisque ça veut dire que cet entraîneur-là, il doit avoir dans la tête, il doit avoir dans son vécu, il doit avoir dans son expérience, les réponses à des multiples questions qui vont lui être posées de la part de ces athlètes qui sont engagés dans ce désir-là d'être les meilleurs. Et donc, soit on est dans « je sais, vous mettez en œuvre et vous allez voir, ça va marcher ». Le plus fort, c'est que de temps en temps, ça peut marcher. Mais ça ne marche pas parce qu'on croit qu'on a fait les meilleurs entraîneurs du monde. Ça marche parce que les nageurs sont des gens intelligents. Et quand tu as envie de faire un truc, t'inquiète pas, tu vas transformer les choses pour que ça devienne ton truc. Et je dis souvent cette chose incroyable, c'est que avoir côtoyé tous ces champions absolument incroyables, ils m'ont beaucoup appris. Et ils ont fait un saut qualitatif incroyable à partir du moment où ils se sont dit, mais attends, ça dépend d'abord de moi. C'est génial ce que tu dis, j'adore ça. Et dès l'instant où ils disent, ça dépend d'abord de moi, Take ownership. tu ne peux pas savoir le gap qu'ils franchissent. C'est génial, j'adore. Et tout ça, ça ne remet pas en cause du tout la compétence de l'entraîneur. Non. Ça, au contraire, ça l'augmente dans sa capacité, non plus à être dans une position verticale pour imposer, mais dans une capacité à avoir le recul suffisant pour comprendre ce qui est en train de se jouer de la part du nageur confronté à l'objectif qu'il se fixe. Tant que les nageurs, n'importe quel athlète, n'a pas compris que ça dépend d'abord de lui et que nous, quelquefois, nous les empêchons à notre corps défendant, sans le faire exprès, de se rendre compte de ça, eh bien, comme dit François souvent, on tue un Mozart toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'on tue un potentiel. Je prends deux, trois exemples pour illustrer. Un gamin est dans un petit club de tennis, il est avec son coach, et avec son coach, il fait des progrès absolument fulgurants. Il fait de tels progrès qu'à un moment donné, on le repère et on lui dit bon, bah c'est super tout ce que tu as fait, maintenant il faut passer le cap au-dessus. Et donc, on l'amène dans une structure dont c'est le métier. Et la première chose qu'on lui dit, ah bon, tout ça c'est bien, mais maintenant ta raquette, il va quand même falloir la tenir autrement.
c'est pas comme ça qu'on tient sa raquette. Donc moi, je vais t'apprendre comment il faut tenir sa raquette. Et on détruit une organisation motrice, psychique, qui a créé les conditions de la réussite. Et combien d'exemples on a vu comme ça? Ben, Combien d'exemples? tu me donnes un exemple. Moi, quand tu me dis ça, je pense à Julien Sicot. Je pense Par à Julien exemple, Sicot qui est dans un environnement incroyable en Martinique, qui casse tout ouais. en relax, qui est bien dans sa tête, qui du jour au lendemain rentre à l'INSEP, devient un champion des séries de 400, un gars meilleur ses temps au 1500, au 400, mais il n'a plus jamais ressorti ce qui sortait sur 50. Hmm. Il retrouve un petit peu Guy à la fin. On s'est trompé souvent. Donc c'est Julien qui était à Perth avec nous. Oui, ouais, ouais. C'était ça, je pense, c'était sa dernière compétition mondiale avant de revenir un peu Ouais. quelques années après. Non, c'est super. Et puis on revient encore au facteur de responsabilisation de l'athlète. Faut les responsabiliser. On continue. Elle est belle cette question en tout cas. Ouais, bah écoute, il va être content. Il va être content parce que c'est quelqu'un. Enfin, j'espère que j'ai répondu, mais Bah, je pense qu'il va être content de ta réponse. Puis moi, je suis content d'avoir osé euh, lui en tout demander. cas, ce qu'il faut lui dire, c'est que le fait d'être capable de poser cette question, il a déjà en partie la réponse. Thomas, c'est pas le genre de personne qui pose des questions, il pose des questions quand il n'a pas déjà une réponse sur quelque chose, ça c'est sûr. En tout cas, je t'amène à une question suivante, puis on va rentrer un petit peu dans la partie un peu plus. Bah, je pense que tu vas en parler en toute liberté. Qu'est-ce qu'il a manqué à la natation française pour pérenniser un petit peu les bons résultats qu'on a eu en 2008 ou après longtemps? 2012. Donc ça, c'est une question qui me vient du directeur technique de la natation québécoise aujourd'hui, qui est français, qui vient aussi de Nice, qui est aussi un ami à Thomas. Donc, je reste dans C'est qui? la même clique. On parle de C'est Nicolas qui? Zazeri. Nicolas Zazeri. D'accord. Donc, Nicolas qui m'a proposé cette question ce matin, et puis je pense que tu es capable d'y répondre assez facilement. Donc, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France ou au collectif France pour pérenniser un petit peu cette suite de résultats? Moi, on m'a dit souvent les athlètes, je ne suis pas sûr que c'est la bonne réponse. Alors, si tu veux, là, je vais être clair et peut-être même un petit peu virulent. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai pratiquement, j'ai vécu heureux dans cette, grâce aux athlètes et aux coachs, j'ai vécu des périodes fantastiques et je les remercierai jamais assez. Mais il y a des choses qui m'ont blessé profondément. Par exemple, quand après les Jeux d'Athènes, tu vas voir pourquoi je te dis ça par rapport à ta question. Ok. Athènes, c'est 6 médailles, un titre olympique. On n'a jamais fait ça dans l'histoire de la natation. Merci Laure, merci Philippe, enfin bon, mais merci à tout le monde. Hein. Hugues, enfin, Malia, enfin bon, Solène. Bon. Et quelqu'un me dit, vient me voir et me dit, bravo, mais alors quelle chance d'être tombé sur une génération exceptionnelle. Tu comprends ce que ça veut dire pour moi, ça? Très réducteur. Ça veut dire qu'en fait, tu as eu du bol, quoi, franchement. Donc ça voudrait dire que depuis 1952, où Jean Boiteux était champion olympique, il n'y a pas eu de génération exceptionnelle qui permette à un nageur français d'être champion olympique. Pas sûr. Tu vois un peu? Et donc, je te jure qu'après Athènes, j'étais déjà un petit peu. Je pensais déjà à autre chose. La pression était terrible parce que, bon, on ne va pas revenir sur les problématiques de médiatisation, ce n'est pas très intéressant. Mais en fait, on est rentré dans une natation qui n'était plus vraiment la mienne. Tu vois, voilà, l'hypermédiatisation de la natation, avec tout ce que ça engendre comme difficulté, y compris pour les athlètes médiatisés, enfin, la façon dont ils sont traités, tout ça me. Bon, qu'importe. Mais cette personne-là, elle m'a rendu un service considérable. Parce que je me suis dit, ah bon, donc en fait, c'est du bol. Ben, rendez-vous dans 4 ans.
Et on verra bien à Pékin, si j'ai toujours du bol, si tout le travail qu'on a fait tous ensemble, et 4 ans après, 6 médailles, un titre olympique, le plus beau de tous, et pas un, sauf Hugues, pas un des nageurs médaillés à Athènes est encore médaillé à Pékin. Et j'ai revu cette personne. Je lui dis, putain, encore une génération exceptionnelle. C'est quand même incroyable. Ils n'avaient pas compris, ces gens-là, ce qui fonde les conditions d'une dynamique positive entre les acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es engagé dans cette dynamique, tu n'as plus le sentiment que rien ne va t'arrêter. Il faut juste créer les conditions que ce soit possible. Et tout le monde oublie qu'on a faire évoluer de manière considérable les critères de sélection. Bon, enfin, qu'importe, c'est très technique, mais c'est pour ça que je réagis à ce que tu dis, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que, et alors, s'il y avait plus de génération exceptionnelle, pourquoi à Londres, c'est Camille, pourquoi c'est pourquoi c'est Yannick, pourquoi c'est euh, le Relais, frère de Laure, Laurent. Laurent, pourquoi c'est le Florent. 4x100, Florent, ouais, pourquoi c'est le 4x100. T'imagines, en 12 ans, à chaque fois, c'est d'autres nageurs qui arrivent. Sauf qu'à un moment donné, quand tu pars en 2008, et 4 ans après, tu t'en vas, et que, je vais juste dire un truc, parce que moi, je ne suis pas nostalgique et je n'ai pas de compte à régler, si tu veux, tu vois. Mais tu vas voir la réponse à ta question, elle est là, je crois, par rapport peut-être aux pays anglo-saxons. C'est que du lendemain où j'ai quitté la fédération, je n'ai plus à aucun moment un appel de qui que ce soit pour me dire est-ce que tu peux nous aider, tu vois, est-ce qu'on peut continuer à avancer ensemble, etc. Je n'ai plus jamais eu un appel. Au point même que quand je dirigeais l'INSEP, j'en étais le directeur adjoint, chargé du haut niveau. Un entraîneur national qui était en stage avec l'équipe de France à l'INSEP est venu me voir en me disant « Claude, je viens de voir, mais il ne faut pas que ça se sache parce qu'on n'a pas le droit de te parler. » What? Oui, Quoi? exactement. Je n'invente rien. Et là, tu te dis, tu comprends pourquoi, si tu veux, tu ne peux pas tout réinventer tout le temps. Alors, bon, je veux bien qu'à un moment donné, on se dise, bon, lui, il nous a assez cassé les pieds, on va lui démontrer qu'on est capable de faire et faire aussi bien, voire mieux. Sauf que si on dit ça, il faut le faire, quoi, tu vois. Et ce qui n'a pas été le cas. Hein. Et jusqu'à donner une image absolument lamentable et terrible de l'équipe de France lors d'une conférence de presse à Rio qui m'a mis hors de moi, quoi. Évidemment, mais jamais je n'ai réagi dans les médias parce que j'ai tellement connu la difficulté de ces boulots que je ne vais pas allumer des incendies dont à la fin les athlètes seront les victimes, tu vois. Mais c'est l'un des problèmes du sport chez nous, pas seulement, je pense, en natation, c'est que comment crée-t-on les conditions de la transmission de quelque chose? Alors j'ai écrit, j'ai fait des articles, j'ai fait etc. Mais je pense que c'est au contraire, c'est le contraire qui s'est passé. On va lui démontrer qu'on peut faire autrement, mais qu'on va réussir aussi. Ouais, pourquoi pas? J'ai bien fait autrement, moi. On a fait autrement avec toute mon équipe. Mais à ce moment-là, il faut le faire, il faut le démontrer. Or, depuis ce temps-là, on assiste à une dégringolade absolument incroyable de la natation française. Et c'est terrible à regarder, hein, je t'assure. Hein. Donc, il y a bien des raisons. Voilà.
Est-ce que tu as encore un petit peu d'optimisme par rapport à Ah, ça? je suis toujours optimiste, parce que je te l'ai dit à l'introduction, et donc je vais pas changer d'avis. Mhm. Je pense que les entraîneurs français sont des bosseurs. Ils ont des personnalités, ils sont pas faciles tous les jours. Mais à un moment donné, quand tu les dis, voilà les choses telles que je les pense, voilà comment je vais vous associer. Si vous démontrez que vous avez le niveau, à partir de ce moment-là, t'inquiète pas, il n'y aura jamais de problème. Seulement, il faut de l'autorité. Et il faut le bon cadre. Il faut le bon cadre. Et le cadre, c'est les dirigeants qui le mettent un petit peu. Donc vraiment, j'aime beaucoup ta réponse là-dessus. Maintenant, je vais passer un petit peu. Moi, j'ai personnellement été très très touché par ce qui s'est passé en 2008 au 4 fois 100 000. Et Hum, j'ai vraiment envie de parler de ça avec toi parce que j'ai jamais eu la vraie histoire ou la vraie version. hum, J'ai été très très proche de Frédéric Bousquet. On a beaucoup parlé. Je pense que c'est quelque chose qui lui, il vit encore ça. Je sais plus aujourd'hui, mais il a vécu longtemps comme il a dit. Hein, il pense qu'on lui a, parce qu'il avait dit dans les médias qu'on lui a volé une médaille d'or. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ce relais moi j'adore les relais, j'adore la stratégie des relais. Euh, pour moi, mon expérience à l'extérieur, mais après, je suis pas à l'intérieur du groupe, donc on peut pas vivre comme ce que vous avez vécu. Vous avez vécu, mais Alain Bernard en dernier en finale olympique, dans un contexte où il ne sera pas capable, même son partenaire à côté ne pourra même pas lui adresser la parole, tellement il va y avoir du bruit dans la piscine. Même s'il a beau être recordman du monde, champion du monde, il n'a jamais été confronté à cette réalité olympique-là. Et le mettre en dernier, je ne suis pas sûr qu'il ait pu exprimer. Je pense qu'il aurait pu le faire en partant premier ou deuxième, par exemple, dans une position peut-être plus confortable pour lui. Mais après, encore une fois, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Je ne sais pas comment vous l'avez géré. Je me souviens qu'à l'époque, c'était Marc Bégotti, je pense, qui s'occupait des relais à l'équipe de France. Les hum. critiques qu'il y a eu par rapport à Marc, c'était pourquoi Marc, pourquoi les relais, alors que une des critiques que j'ai entendues à l'époque, et moi je ne connais pas Marc Bégotti. La seule chose que je connais de Marc Bégotti, c'est ce que je pouvais observer en compétition. Et je trouvais c'était certainement quelqu'un qui intériorisait beaucoup les résultats qu'il avait, jamais dans l'émotion ou très peu. Certainement un côté humain qui n'était pas accessible pour moi en tout cas. Toi qui me parles d'aventure humaine, qui a travaillé avec lui, je pense que tu vas le connaître beaucoup mieux que certaines personnes le connaissent. Mais qu'est-ce qui le mène? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené, à lui donner les relais? Parce que ce que j'ai entendu au départ, c'est que ce n'était pas un monsieur qui était intéressé par les relais. Enfin, c'est ce qui se véhiculait. Donc, qu'est-ce qui t'amène à le choisir? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Quelles ont été les décisions qui ont été prises? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce relais qui était supposé Hum. gagner ce 4 fois 100 là? Aïe, 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 aïe. J'en parle, je suis encore, je revois encore la course. J'envoie encore les 15 premiers mètres d'Alain. J'ai reçu Grégory Mallet dans mon émission Hum. en deuxième épisode. On en parle beaucoup. Toi, tu étais là. Ça a dû être un brisqueur aussi, le résultat. Mais toute cette histoire qui est autour de ces discussions, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Claude? Bah, c'est très complexe parce que j'en sais pas plus que toi, en fait. C'est-à-dire, je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je suis DTN, je suis pas le directeur de l'équipe. Et moi, j'arrive sur le bassin de manière très simple. Hein, donc, je fais comme d'habitude ma réunion avec les nageurs la veille du début des Jeux. Et dans ma réunion, je demande à ce que les relayeurs et les responsables du relais se réunissent à la fin, comme d'habitude, et définissent ce qui va se passer le lendemain. Pour moi, c'est comme ça. Je, je m'en vais et je ne m'occupe pas de ce qui va se passer. Mhm. Et donc, je n'arrive sur le bassin le lendemain matin que, je sais pas, 1 heure et demie avant le début des épreuves, c'est tout, tu vois. Et là, je vois Fabien d'un côté, Alain de l'autre, Fred, truc et Amaury, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je découvre, ils me disent, «Bah, Claude, c'est pas dans cette composition-là on veut nager». Ah, je dis: «C'est quand même extraordinaire ça quand même, parce que vous savez comment ça fonctionne, le règlement d'une épreuve internationale? On doit déposer le relais je ne sais plus combien de temps avant, Mhm. donc j'imagine que vous avez parlé avant, d'inscrire le relais quand même, de la façon dont vous allez vous inscrire». En tout cas, quand j'étais directeur d'équipe, il était inimaginable que j'aille inscrire, un relais sans savoir avec les nageurs avant, comment ça allait se dérouler. Non, non, ils l'ont déposé, ils nous ont pas demandé notre avis, on veut pas nager dans cette composition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Marc m'affirme qu'après, la réunion technique, ils se sont réunis et ils ont décidé a priori de l'ordre tel qu'il a été fait le lendemain, d'accord? Et que c'est sans doute après qu'il y a eu une réflexion et que les messages ont pas été relayés par les coachs des nageurs. C'est ma seule explication. Et le lendemain, Vas-y. heu, comment se fait-il que personne soit en capacité de les entendre s'ils ont cette volonté-là? Parce que personne me dit qu'ils se sont opposés aux nageurs, hein. C'est-à-dire, personne me dit que les nageurs ont proposé quelque chose et qu'ils s'y sont opposés. En fait, ils déposent le relais et une fois que le relais est déposé, ils reviennent et à ce moment-là, les nageurs, non, mais ils disent, non, non, c'est pas du tout comme ça qu'on veut nager. Donc c'est un imbroglio absolument incroyable cette histoire. Bon, et en même temps, quand tu en es là, tu vas nager quand même pas longtemps après, quoi, tu vois? Tu es en train de dire: «Écoutez les gars, OK, il y a un problème maintenant, on peut plus changer Il y a un train qui s'en va, faut le prendre. et moi je pense que vous avez pas besoin de ça pour gagner. Vous avez battu le record du monde il y a pas longtemps, bon, ils avaient oublié qu'au meeting de Paris, ils avaient pas voulu prendre le départ là, les Marseillais, parce que je voulais pas emmener Romain Barnier, personne ne se rappelle de ça et je voulais pas emmener Romain au jeu et donc je sais pas qui, elle leur avait mis dans la tête à Fabien, à Fred et puis à je sais plus qui était le troisième. Et on avait organisé un 4x100 à la fin parce que je savais qu'ils étaient vraiment au top, quoi. On donne le départ du 100 mètres et eux, ils restent sur le plot. Ouais, je m'en souviens. Ils n'ont pas nagé. Et donc après, je les ai réunis après. Réunion du comité directeur qui me demande de prendre des sanctions, si tu veux. Et moi je dis: «Mais à quoi ça sert de prendre des sanctions? Je vais les réunir, voilà, je vais discuter avec eux, puis on verra bien». Et en fait, bon là, on discute et puis je dis: «Maintenant, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi?» Il y a un 4 fois non, il y a un 4x100 demain parce que je sais plus si tu as notre relais, mais il y a un 4x100 demain. Moi, j'ai envie que vous démontriez qui vous êtes vraiment, quoi. J'ai pas envie d'entrer dans un problème de sanctions qui serviront à rien. Et le lendemain, ils ont fait le 4x100, ils ont battu le record d'Europe, tu vois? C'est-à-dire que, voilà, cette histoire du relais de Pékin, moi, je partage pas ton analyse sur le fait que parce qu'on peut refaire l'histoire après, si tu veux, tu C'est vois? facile. Heu, mais quand tu as le futur champion olympique du 100 mètres nage libre qui parle dans le dernier relais avec je sais plus combien d'avance et que, tout au long de la course, il fait aucun doute qu'il va gagner, si tu veux. Sauf qu'il fait une erreur, c'est tout, hein, il fait une erreur. Alors, il fait l'erreur de venir se foutre contre la ligne contre un ricain, ça se fait jamais, si tu vois? Bon. Mais jusqu'au bout, ça se joue à rien du tout. Bon, 800e, tu Moi, je vois la imagines? course, Claude, quand je le vois partir.
mon œil de coach de sprint, quand je regarde ses 15 premiers mètres, il est quand même dur. Il n'est pas détendu comme il est d'habitude. Il a l'air quand même plus crispé. Et il termine plus dans le dur que d'habitude. Bon, parce qu'il voit l'autre venir, parce que c'est un autre contexte, etc. C'est vrai. Tu sais, il faut juste revenir aux chiffres aussi, Fred. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le meilleur temps mondial en relais jusqu'à ce moment-là, je pense que c'est Fred qui le détenait. Ouais. C'est 47,6 ou 46,7. 46,7. 46,7. Ouais. Ouais. D'accord non, 47,6. 47,6. Bon, qu'importe. Mais Lezak, il fait 47,3. C'est-à-dire, il explose ce temps. T'imagines? Lui, il fait Bon, l'exploit. Lui, il fait l'exploit à côté, puis on n'a pas beaucoup parlé de son exploit non plus, ou pas assez peut-être. ben, c'est énorme ce qu'il fait. C'est énorme. Donc, il y a la conjonction. Moi, je suis convaincu que. Bon, après, on peut refaire l'histoire. Si Fred était parti dernier, la course n'est plus la même, si tu veux. Qu'aurait fait Alain dans le deuxième relais enfin, on n'en sait rien. C'est-à-dire comment on aurait été par rapport aux Américains au moment où Fred aurait pris le relais. On ne sait pas. On ne sait pas comment il aurait géré. Donc on peut toujours réécrire l'histoire. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu un problème dans la chaîne de décision qui a abouti à ce qu'il y ait une incompréhension entre les athlètes et l'encadrement, il faut le dire comme ça. Et que pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et Marc, t'es jamais revenu là-dessus? Vous n'avez jamais reparlé après? Ah, mais Marc est convaincu. Lui, c'est bien sûr, j'en ai parlé. Lui, il m'a dit, mais quand on est parti, on était d'accord. Si tu veux, je pense qu'il y a eu aussi la façon dont il l'a présenté, il y a sans doute une incompréhension. Il a dit, on est d'accord, le plus rapide part à la fin. Tu vois? Tu vois comment se constitue un relais. Hein. Oh ouais. En gros, celui qui nage un peu le moins bien, le moins vite, il est troisième. Comme ça, il est protégé. Le premier, c'est Amaury, il n'y a pas de souci. Fabien, on sait que lui, il va créer les conditions de mettre tout le monde dans la course. Et c'est Fred qui est troisième, je ne sais plus. Enfin, tu vois, je sais. C'est Fred, je pense que c'est Fred qui est. Non, c'est Fred qui est deuxième. C'est Fred qui est 2, c'est Fabien qui est 3. Ouais, Et ouais, c'est Fabien qui ramène tout le monde. ça, un Et petit puis peu. voilà. Bon. Moi, je regrette vraiment. Évidemment, je le regrette pour Fred parce que Fabien, Alain sera champion olympique du 100 mètres 2 jours après, 2 jours après. Fabien sera champion olympique du 4 x 400. 100 à Londres. Mhm. Amaury, il est dans le 4 x 100 à Londres. Mhm. Ben voilà, quoi. Le seul qui a morflé, c'est lui. Bon, c'est terrible, je comprends ça. Mais on refait pas l'histoire, mais je suis Non, convaincu on qu'ils refait auraient pas pu gagner l'histoire. comme ça. Ça fait partie du. La preuve, c'est qu'on en parle encore, quoi, si tu veux, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ben oui, ça restera, ça restera quelque chose de mythique. C'était quand même une grande course. Et qu'est-ce que Les Américains ont fait une très, très grande course. tu sais, moi, j'ai pleuré dans les gradins, tu vois, euh, parce que j'aurais donné toutes les médailles Pour celle-là. de l'équipe de France pour gagner ce 4 x 100. Parce que si on gagne le 4 x 100, Phelps ne devient pas le meilleur nageur de toute l'histoire puisqu'il ne peut pas faire 8 titres. Voilà, c'est terrible. Et t'en parles encore avec un petit peu d'émotion. Je suis sûr que c'est encore un petit peu. Ah, mais ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Pas tellement pour le résultat, si tu veux, pour la manière dont peut-être effectivement les nageurs, en tout cas Fred, a le sentiment qu'on lui a volé une partie de sa carrière, entre guillemets, qui aurait pu être, parce qu'après, il ne l'a plus jamais été. Mais en même temps, bon, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il a fini le relais 4 x 100 à Rome. Ils n'ont pas gagné non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, C'est dur les relais. voilà.
C'est dur Hein? le relais au niveau international, ça prend du temps. On parlait de ça avec Greg. Ouais. Il y a beaucoup de nations Mais qui ont un regarde, meilleur, il faut les mettre ensemble dans les bonnes dispositions. C'est pas regarde ce qui se passe à Londres. Qui finit le relais? C'est Yannick. C'est pas le plus rapide. Enfin, mais il finit et il ramasse tout le monde. Donc c'est très complexe tout ça, si tu veux. Donc après tu peux pas empêcher. Tu parlais tout à l'heure d'émotion. Tu peux pas empêcher un garçon comme Fred qui a tellement donné d'avoir ce ressenti-là et de l'avoir toujours. Ah, je comprendrai toujours, c'est sûr. Bien évidemment, tu peux pas lui en vouloir. Un peu comme Mais tu disais tout voilà, à l'heure, quand tu penses qu'au fond d'elle-même, Roxana, elle aura toujours un petit peu cette cicatrice par bien rapport sûr, à la bien décision sûr. que tu as prise. Et moi, Ah, c'est tout à fait normal. Tu sais, si tu traversais une période avec autant de réussite et que tu n'étais pas confronté, tu te rends compte quand même qu'on a appelé ça un échec. Hein. On explose le record du monde et on finit deuxième au 4x100. Quoi, tu vois. ouais, ouais, ouais. Tu te Ouais, rends compte les progrès qu'on avait fait. en quelques années. Bon, voilà. Et puis Alors, après, j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de recroiser Fabien, je ne sais plus à quelle occasion. Et j'ai voulu avoir son avis en disant, bon, t'en es où par rapport au 4x100? Il dit, mais Claude, tout ça, c'est fini. C'est fini. Arrête de penser à ça, c'est fini. Ah oui, mais lui était champion olympique du 4x100. Le seul qui ne l'est pas, c'est Fred. ouais, je pense qu'il va être content de t'entendre parler un petit peu de ça. Ça lui fera certainement, ça lui ramènera pas sa médaille, mais je pense qu'il va être content d'entendre. Et je d'entendre. comprends ça, je comprends tellement. Je pense que s'il y en a un qui est placé pour le comprendre, ça doit être toi. Alors, on arrive un petit peu à la fin. J'ai toujours un petit peu les mêmes Mm. questions à la fin, mon Claude. J'aurais deux questions à te poser. Alors, la première, ce serait quel conseil, quel conseil donnerais-tu à un jeune directeur technique, un jeune dirigeant qui va entreprendre un petit peu la même carrière que toi, euh, ou qui est déjà dans ce mode de carrière-là? Quels seraient tes mots pour un futur dirigeant? J'ai envie de dire cohérence. C'est-à-dire comme pour les nageurs. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu es, tu arrives à créer la cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais, tu peux être, tu peux être à peu près certain que ça va être perçu par les gens avec qui tu vas travailler. Cette cohérence-là, cet alignement-là, entre ce que tu fais et ce que tu es, est une donnée fondamentale. Ça, c'est la première chose. Euh, c'est pas un conseil. Hein. J'aime pas donner des conseils. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Euh, et, et la deuxième chose qui me semble incontournable, c'est que pour que cette cohérence entre ce que je suis et ce que je fais soit un élément fondamental de l'évolution de, de ma carrière, il n'y a qu'une réponse, c'est le travail. Le travail et la culture, c'est-à-dire il faut avancer et il faut se cultiver. C'est-à-dire à chaque fois qu'une problématique se pose à nous, il faut se dire que la réponse, tant qu'on n'aura que des réponses techniques aux problèmes qui se poseront à nous, on n'aura rien compris à ce que c'est que manager des athlètes de haut niveau. La première réponse, c'est quelle est la personne que j'ai devant moi, d'où elle vient, quel est son désir, qu'est-ce qui la mobilise. Et s'il faut que je lise un neuropsychologue ou les neurosciences pour le prendre, je vais m'y mettre. Tu vois? C'est-à-dire, je vais me cultiver pour trouver les réponses. Et je raconte souvent, ça sera peut-être le mot de la fin, mais parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de dire quelle est l'évolution de mon chemin. Et un jour, on est au championnat d'Europe, aux Jeux méditerranéens, je ne sais pas si tu te rappelles des Oui, Jeux oui, méditerranéens, oui. à Almeria, dans le sud de l'Espagne. Mhm. Et j'avais engagé une lecture d'un petit bouquin qui s'appelle Dialogue,
Et dialogue, c'est un dialogue entre Claire Parné, qui était l'étudiante de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, qui est un des plus grands philosophes français. Et je m'interrogeais sur la question que tu viens de poser, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette relation? Comment on pourrait la caractériser, cette relation entre un coach et ses nageurs? Et je lis cette phrase qui m'a bouleversé sur le moment. Quand on regarde une abeille venir polliniser une fleur, tu vois l'image? Oui. Eh bien, on peut dire qu'il y a un devenir fleur de l'abeille et un devenir abeille de la fleur. Eh bien, d'un seul coup, je me suis dit, mais elle est là la réponse. Il doit toujours y avoir un devenir nageur de l'entraîneur et un devenir entraîneur du nageur. C'est super. Voilà. C'est vraiment beau. Je te remercie beaucoup. J'avais une autre question à te poser, mais tu m'amènes là-dessus. Allez, dernière question. Allez, un conseil que tu aimerais donner aux dirigeants français d'aujourd'hui. Je sais qu'ils ne donnent pas de conseils, mais bon, allez. Laissez travailler les gens qui ont les responsabilités. Laissez-les travailler, donnez-leur les moyens de travailler, acceptez qu'ils puissent échouer, seule condition pour qu'ils réussissent. Occupez-vous de créer l'environnement nécessaire à ce qui leur permette de s'exprimer et ne vous mêlez à aucun moment de ce qui n'est pas votre métier, c'est-à-dire manager des athlètes et des équipes. Dès l'instant où on commence à mélanger les genres, on crée les conditions de l'échec. Merci Claude. Chacun son rôle. Alors, je suis content parce Ouais. qu'on a parlé de culture, on a parlé de l'aspect humain de la performance, on a parlé de l'aspect organisationnel de la performance. C'était assez complet. Je vais me sentir obligé de te réinviter pour aborder encore des sujets encore plus spécifiques. C'était génial. Je te remercie beaucoup. Merci à toi surtout. C'était une émission très spéciale pour moi avec un des plus grands dirigeants de la natation française. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit thumbs up. Continuez à subscribe par ici. Continuez à nous soutenir. Claude, je vais te laisser le mot de la fin. Merci pour tout. Et puis, allez, je te laisse conclure. Eh bien, vous savez, quand on consacre sa vie au sport, on accumule une expérience absolument considérable. Et aucune société, aucun groupe social, aucune équipe ne peut vivre sans s'appuyer sur l'expérience de ses prédécesseurs. Expérience, ça ne veut pas dire supplanter, ça veut dire être là au cas où, et au cas où nous sommes là parce que toute notre vie, on l'a consacrée à ça, on a consacré avec plus ou moins de bonheur, on l'a vu, on a eu des échecs, on a eu des difficultés, on a rendu hélas quelquefois des nageurs malheureux, mais on en a rendu tellement d'heureux que toute cette expérience accumulée, elle ne peut pas disparaître avec ceux qui l'ont construite. Or, j'ai le sentiment aujourd'hui que la natation française a oublié ce principe fondamental. Merci beaucoup, Claude. C'est très apprécié. Merci à toi, mon Greg. Merci. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Soyez heureux. Bonne soirée.